Tout ce que nous avons fait jusqu'à présent dans cette série, nous l'avons fait pour pouvoir dessiner le graphique d'un polynôme. Autrement dit, tous les chapitres précédents nous ont équipés de certains concepts, de certaines connaissances, pour que nous puissions maintenant dessiner des graphiques de polynômes. Lorsque nous voulons dessiner le graphique d'un polynôme, nous devons faire attention ou d'une certaine manière calculer, déterminer trois choses. Premièrement, nous devons déterminer où le graphique coupe l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées. Nous avons beaucoup travaillé dans les chapitres précédents sur l'endroit où nous coupons l'axe des abscisses. Et ce sont nos zéros, n'est-ce pas? C'est-à-dire, si nous voulons savoir où le graphique coupe, et même l'axe des x ou l'axe des abscisses, nous calculerons les zéros. Ce sont ces points. Si nous voulons calculer le point 1, c'est toujours un point, où nous coupons l'axe IQ, nous devrons insérer 0 dans notre polynôme, c'est-à-dire que nous mettrons 0 à la place de x. Et nous obtiendrons alors cette coordonnée is, n'est-ce pas? Dans ce cas concret, c'est moins 2, c'est-à-dire que ce graphique coupe l'axe des ordonnées à moins 2. Ensuite, la deuxième chose que nous devons déterminer ou calculer, c'est de montrer comment le polynôme se comporte autour des zéros, c'est-à-dire distinguer un zéro d'ordre impair et un zéro d'ordre pair. Nous avons dit que A en zéro d'ordre impair, A né, ce sont tous nos points ici. Le graphique coupe l'axe des abscisses. Si nous avons un zéro, M, de degré pair, A né, le graphique rebondit et, même, ou touche simplement l'axe des abscisses. Par exemple, un tel cas, A né, est notre fonction quadratique, qui touche simplement l'axe des abscisses, A né, où le graphique rebondit. Et maintenant cela doit déjà être clair, c'est aussi un polynôme de deuxième degré, n'est-ce pas? Tol est une sorte de double zéro. Donc encore une fois, les zéros d'ordre impair sont là où le graphique coupe l'axe des abscisses. Les zéros d'ordre pair, sont là où le graphique touche et rebondit sur l'axe des abscisses, ou dans de nombreux manuels, vous verrez aussi que le signe AA du graphique change. Parce que, par exemple, ce point, disons ce point ici, a une coordonnée i qui est ici négative, ici elle est positive. Et puis, si nous revenons ici, elle est positive, puis à ce point, elle change de signe. Cela signifie que le graphique change de signe. Par exemple, dans ce cas, quand nous avons un zéro pair, le signe de i reste le même. Autrement dit, il est toujours positif. Non. La troisième chose que nous devrons calculer, ou que nous devrons d'une certaine manière montrer, même, c'est comment le graphique se comporte loin de l'origine des coordonnées. Qu'est-ce que cela signifie maintenant? Cela signifie que nous calculerons quelle valeur a le graphique si x augmente au-delà de toutes les limites. Par exemple, si je m'arrêtais ici, si j'insérais 1000, nous voyons qu'il a un nombre très grand positif. Ou bien nous calculerons ce qui se passe avec le graphique si x, s est même un très grand nombre négatif. Par exemple, moins 100. Nous voyons que c'est ensuite AA, ici, moins 970 000. Cela signifie que nous devons savoir, si le graphique commence, dans le deuxième ou le troisième cadran, et s'il se termine dans le premier ou le quatrième cadran. Eh bien, à cet effet, nous allons maintenant dessiner un tableau. Divisons maintenant l'écran en 4 parties parce que nous aurons 4 cas. Nous avons toujours un terme dominant dans le polynôme, n'est-ce pas? Et ce sera maintenant notre x. Dessinons x partout comme ça. Non. Et ce x, ce terme dominant, a un coefficient dominant à côté. Et ce coefficient dominant peut être positif ou il peut être négatif. Et nous faisons de même ici. Nous avons un coefficient dominant positif et négatif. Ensuite, notre polynôme a aussi un degré
Et ce degré peut être de degré pair ou impair, ou bien ce n, n'est-ce pas? Si je l'en écrivais ici, cela peut être pair ou impair. Donc distinguons maintenant le cas où nous avons un terme dominant positif et un degré pair, ou bien ce degré est pair, et lorsque le coefficient dominant est négatif, et même le degré est pair. De même ici, où nous avons des impairs, c'est-à-dire cela peut être impair, même, un degré impair du terme dominant avec un coefficient dominant positif, ou bien un coefficient dominant négatif et un degré impair. Non, et pour ces 4 cas, nous pouvons calculer ou dire, nous souvenir, où commence à se dessiner le graphique, pour ne pas toujours insérer ces grandes valeurs, car c'est chronophage, nous pouvons nous en souvenir. Autrement dit, dans ce cas, lorsque nous aurons, par exemple, x ou bien 2x à la puissance 4 devant, non. Maintenant, le graphique commencera dans ce cadran et se terminera dans ce cadran-ci. Ensuite, quand il y a un moins devant, par exemple moins x au carré ou moins x à la puissance 4, le graphique commencera dans ce cadran et se terminera dans celui-ci. Ici, cela commence dans ce cadran, quand le coefficient directeur est positif, m, et le degré est impair, par exemple x au cube. Ici en bas, c'est exactement le contraire. Alors, notez cela sur un petit papier et gardez-le toujours à côté lorsque vous résolvez des exercices, car, même, vous vous souviendrez ainsi plus facilement. Plus vous résoudrez d'exemples, plus vous verrez que cela tient toujours. Bon, pour preuve, regardons cela aussi dans Desmos, c'est-à-dire, allons voir cela. Par exemple, dans ce cas, enlevons ces points maintenant. Dans ce cas, nous avons un coefficient directeur positif, par exemple 1, et un degré impair. Ce n ici est 3. Que se passe-t-il? Le graphique commence dans le troisième cadran du système de coordonnées et se termine dans le premier. Par exemple, si nous avions 4 à l'exposant, alors nous avons un cas où le graphique du polynôme commence dans le deuxième cadran et se termine dans le premier cadran, n'est-ce pas? Cela signifie que c'est un cas où nous avons, un coefficient directeur positif et cette n ici est de degré pair. Non, regardons maintenant un exemple. Si nous avons par exemple un tel graphique, cela signifie que c'est un exemple où nous avons un coefficient directeur négatif. Que pouvons-nous voir? Nous voyons que le graphique du polynôme commence dans le troisième cadran et se termine dans le quatrième quadrant. Non? Ensuite, nous avons encore une possibilité nm, à savoir si nous avons un polynôme r de degré impair ou bien si ce terme dominant arc, le terme dominant a dans l'exposant arc r une certaine valeur impaire. Ensuite, le coefficient directeur est négatif. Puis le polynôme commence dans le deuxième cadran et se termine dans le quatrième cadran. Non. Et plus vous jouerez avec ces polynômes, vous verrez que c'est vrai. C'est-à-dire, ayez toujours à côté écrit ce que nous avons dit maintenant. Une autre chose vous sera très utile, à savoir, si vous savez quand un polynôme est une fonction paire ou quand un polynôme est une fonction impaire. Nous distinguons deux cas. Nous avons une fonction paire et nous avons une fonction impaire. Et rappelons-nous simplement ce que cela signifie. Disons que si nous insérons un x négatif dans la fonction, nous obtiendrons alors un x positif, n'est-ce pas? Une fonction impaire est exactement le contraire. C'est-à-dire, si nous mettons un x négatif, nous aurons aussi un icta négatif. Et par exemple, un polynôme qui est de degré pair est une fonction paire, est comme ceci. X à la puissance 4 moins 3, x au carré plus 1. Alors, comment le reconnaissons-nous maintenant? Souvenez-vous, nous avons des exposants pairs.
Non. Nous voyons exposant pair. Pour une fonction impaire, écrivons un polynôme qui sera une fonction impaire. C'est par exemple x au cube moins 4x. Qu'est-ce qui est important ici? Ici, nous nous souvenons de deux choses, que nous avons des exposants impairs et le terme constant. Et 0, n'est-ce pas? Nous voyons ici. Donc, nous avons un exposant impair et le terme constant est 0.